Vous êtes sur TV5 Monde, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Kiosque. Ravi de vous retrouver ici en plateau, sur les réseaux sociaux aussi, sur Instagram, Facebook et Twitter avec le hashtag Kiosque. Et puis, vous pouvez désormais nous suivre, c'est tout nouveau, en podcast sur vos plateformes habituelles via TV5 Monde. Vous savez comment nous regarder, alors on commence, voici le sommaire. Abdelaziz Bouteflika promet une présidentielle anticipée sans lui dès que les Algériens l'auront élu président. Le maintien de sa candidature à un 5e mandat a-t-il attisé la révolte ? Le pouvoir reste sourd aux revendications de la rue et agite le spectre du chaos. Jusqu'où est prêt à aller le régime pour se maintenir ? Pour une renaissance de l'Europe à l'approche des élections, le président français présente ses propositions via la presse des 28, de Berlin à Rome et de Londres à Bucarest. Ces idées sont-elles novatrices ? Risquent-elles de faire le jeu des partis eurosceptiques en créant une Europe à 2 vitesses ? Mesdames, débrayez, appel lancé notamment aux Belges en ce 8 mars, journée internationale des droits des femmes. Le principe d'une grève est-il efficace pour faire entendre cette cause ? Se cantonne-t-il à certaines couches de la population des pays riches ? Et comment faire pour faire avancer le droit des femmes ? On en parle tout de suite avec nos kiosqueurs et nos kiosqueurs, les voici. Agnès Rotivel, rédactrice en chef adjointe du service international de La Croix, quotidien français chrétien et partenaire de Kiosque, dont vous découvrez la une de ce vendredi. Béatrice Adjage, rédactrice en chef adjointe au service étranger de la radio française RTL, membre de l'association Europresse consacrée à l'Union européenne. Akram Belkaïd, essayiste, journaliste au mensuel français Le Monde diplomatique, collaborateur aussi au quotidien d'Oran où vous tenez votre chronique du Blédard et au site d'information Orient 21 consacré au monde arabe, au monde musulman et au Proche-Orient. Et enfin Richard Verly, correspondant à Paris pour Le Temps, le quotidien suisse partenaire de Kiosque, qui titre aujourd'hui « Parité homme-femme, un horizon encore si lointain ». Auparavant, vous étiez en poste à Bruxelles et en Asie. Vous dirigez également la collection L'âme des peuples aux éditions Nevikata. Et puis, nous retrouverons tout à l'heure Sophie Léonard, journaliste à la radio belge RTBF depuis Bruxelles. Merci à vous quatre d'être ici en plateau pour faire un tour de cette actualité. Quand on s'est quitté vendredi dernier, on attendait de voir si Abdelaziz Bouteflika allait déposer sa candidature à un 5e mandat malgré la contestation. Eh bien, oui, toujours hospitalisé, il ne s'est pas déplacé, mais a adressé une lettre à ses concitoyens. Lue à la télévision publique, en ouverture du journal dimanche soir, Nadia Madassi, la présentatrice du JT de 19h, a démissionné de son poste, furieuse de s'être vue remettre la lettre à la dernière minute. La lecture dure 2 minutes 40, que nous avons résumée ici à l'essentiel. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Le candidat Abdelaziz Bouteflika à l'élection présidentielle du 18 avril a rendu public aujourd'hui une lettre au peuple algérien dont voici le contenu. J'ai écouté et entendu le cri de cœur des manifestants et en particulier des milliers de jeunes qui m'ont interpellé sur l'avenir de notre patrie. Si le peuple algérien me renouvelle sa confiance, je m'engage à ne pas être candidat à cette élection qui assurera ma succession dans des conditions incontestables de sérénité, de liberté et de transparence. Là, la lettre rendue publique aujourd'hui par le candidat Abdelaziz Bouteflika. Alors, gros malaise en plateau pour la présentatrice. Akram, gros malaise aussi auprès des Algériens quand ils ont entendu cette déclaration ? À la fois malaise, oui, pour elle, et puis colère aussi pour le reste de la population, indignation, parce que beaucoup de gens espéraient, même s'ils s'attendaient à peu, beaucoup de gens espéraient que la marche de vendredi dernier allait donner quelques bons sens au pouvoir algérien et au clan présidentiel. Ça n'a pas été le cas. Et le régime n'entend pas, donc c'est ça qu'il faut en conclure, ils n'entendent pas le message de la rue. Il reste fidèle à lui-même, c'est-à-dire que c'est un régime qui lâche toujours très peu et qui, lorsqu'il lâche, prend toujours la précaution de garder une sécurité. Abdelaziz Bouteflika a écrit une lettre aux Algériens en leur disant prochaine élection, je ne m'y présenterai pas. Mais en fait, quand on lit bien la lettre, il est question tout de même d'une conférence nationale. Et c'est à l'issue de cette conférence nationale que le délai pour d'éventuelles prochaines élections anticipées
serait fixé. C'est une manière tout de même de se prémunir parce que ce genre de conférence nationale, on sait très bien comment ça peut être organisé, ça peut être verrouillé et ça peut déboucher, enfin bien entendu là je parle en théorie, ça peut déboucher y compris à un appel à un 6e mandat, pourquoi pas. Richard, on appelle un 6e mandat, le régime est très en décalage là avec la rue, on le voit. Mais je crois que la force des images, c'est de parler d'elle-même. Quand on voit l'embarras de cette présentatrice qui lit une lettre par ailleurs, elle la lit pas très bien, donc je pense qu'elle-même, elle veut ne pas très bien la lire. Je crois que visiblement, elle venait de la découvrir, absolument. Elle a remise en dernière minute. Et je crois que ça dit beaucoup de ce régime algérien qui peut-être a le plan que dit Akram actuellement, c'est-à-dire de faire le minimum de concessions avec le maximum de sécurité, ou tout simplement qui ne sait pas exactement où aller parce qu'il ne maîtrise pas complètement la situation. Moi, j'ai quand même l'impression que c'est un mélange des deux. Un président Bouteflika qui est à Genève, qui est hospitalisé, bien malin, celui qui sait comment va déboucher la situation dans la rue. Donc, on a quand même un cocktail extrêmement explosif avec un régime qui peut-être est beaucoup plus ankylosé qu'on ne le pense et qui n'est pas capable même de se projeter dans l'avenir d'une manière claire pour tous ses responsables. C'est la bonne analyse, Akram, vous pensez ? Je suis d'accord, oui. Petit coup de panique, ils oui. ne savent pas où aller, c'est une situation inhabituelle pour l'Algérie quand même. Panique, improvisation. Je pense que le mouvement de protestation a surpris beaucoup de gens, à commencer par les Algériens eux-mêmes, les observateurs. Ça a surpris le pouvoir, qui à mon avis a dû penser que l'idée du 5e mandat passerait comme une lettre à la poste. Ça n'a pas été le cas. Et donc aujourd'hui, on en est à des recherches de solutions, de plans B, dont ce système a été incapable de trouver pendant les 5 dernières années. Vous citiez cette fameuse lettre et ces fameuses promesses. Il faut rappeler qu'en 2014, où déjà beaucoup d'Algériens étaient contre le 5e mandat, enfin moins qu'aujourd'hui par rapport au 5e, mais enfin il y avait déjà une protestation, et on avait eu le 23 ou 24 mars, si je me souviens bien, 2014, une promesse du même président Bouteflika en disant « je vais être élu », je vais amender, améliorer la Constitution et je vais transmettre le flambeau à la jeunesse. Les gens ont oublié, beaucoup de gens ont oublié, déjà à l'époque, ils l'avaient laissé entendre l'idée que voilà, ce serait fini après le 4e mandat. Donc effectivement, beaucoup d'improvisation et aussi une incapacité à entendre la raison, la voix de la raison et la demande d'une population. 42 millions d'habitants, alors c'est peut-être pas 42 millions d'habitants qui manifestent, mais en tout cas, il y a un élan général. Ces manifestations sont intéressantes parce qu'elles traversent la société algérienne dans toutes ses classes et dans toutes ses catégories d'âge. Donc c'est pas simplement les Algériens des villes, peut-être un peu plus aisés, etc. Vous savez, tout le monde est dans la rue, c'est ça que vous nous dites, les hommes, les femmes aussi. En 2014, quand les gens se sont opposés, le collectif par exemple Baraket, qui veut dire ça suffit, s'est opposé au 4e mandat, les gars se faisaient embarquer au centre-ville d'Alger, là où il y a des dizaines de milliers de personnes. Et il y avait le regard goguenard de certains jeunes qui ne se sentaient pas concernés, qui regardaient ça de loin. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui est dans la rue. Et tout ça, en l'absence du principal intéressé, d'après le quotidien suisse La Tribune de Genève, Abdelaziz Bouteflika serait sous menace vitale permanente. L'impotent président algérien est soigné aux hôpitaux universitaires de Genève depuis une quinzaine de jours. Pas mal de canulars, des Algériens qui appellent l'hôpital. Est-ce qu'une présidentielle le 18 avril fait sens encore, Béatrice ? Fait sens, non. Parce qu'on n'a pas l'impression que tous ces manifestants en Algérie ont envie de rentrer chez eux comme le pouvoir le souhaiterait. Et quand on lit le communiqué de Bouteflika hier qui agite la menace du chaos, du désordre, qui laisse croire qu'il y aurait des infiltrations de l'extérieur et de l'intérieur qui essayent de déstabiliser le pays. Ça montre que ce régime est complètement aux abois, c'est plus comment réagir, comme vous l'avez dit. Et comme les manifestants ne vont pas rentrer chez eux d'ici le 18 avril, donc on se demande comment le pouvoir va réagir maintenant. Est-ce qu'il va faire tirer sur les manifestants ? Est-ce que ça va dégénérer ? Ou alors, est-ce qu'ils vont essayer de se mettre d'accord sur un autre candidat, un autre homme ? Je pense que s'ils avaient pu le faire, ils l'auraient fait avant la présidentielle. Et le fait qu'on présente cet homme impotent qui est Bouteflika, je trouve que ça montre que ce régime n'a pas pu s'entendre avant
sur une alternative. Donc c'est assez inquiétant. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est quand on voit les foules rassemblées dans les rues, c'est à quel point, d'abord, c'est plutôt pacifique, et quand on entend les jeunes, il y a beaucoup d'humour parmi eux, et c'est assez étonnant de voir que le régime ait pensé qu'en mettant une chaise vide avec un portrait dessus, on pouvait penser qu'on accepterait d'élire à l'époque où il y a des réseaux sociaux, où tout le monde communique partout dans le monde, que l'Algérie pourrait continuer à être ce pays où finalement une petite minorité de gens font la pluie et le beau temps. Et la masse de gens qu'on voit dans les rues, le côté aussi très, très plutôt cool et sympa, et surtout très nationaliste. Moi, ce qui me frappe finalement dans les manifestations, c'est à quel point le drapeau algérien est présent partout. Les Algériens sont très fiers de leur pays, nationalistes. Il n'y a pas de remise en cause de ce pays, si ce n'est de ces institutions qui ne comprennent pas que le monde a changé. Oui, nationaliste, vous avez raison de dire ça, et je dirais une préoccupation majeure qu'il n'y ait pas d'interférence étrangère, que ce soit une affaire entre Algériens. Et c'est aussi une manière de dire au pouvoir que ce sont des gens mûrs, parfaitement au courant de ce qui se passe dans le monde, qui marchent, parce que dans un des textes... Une maturité politique, c'est ça? Maturité politique et une connaissance des réalités du monde. Alors effectivement, pendant très longtemps, il y a deux arguments qui ont bien marché pour calmer les gens et pour les obliger à rester chez eux. Le premier, c'est de dire on va revenir aux années 90 et à la guerre civile ou à la décennie noire. Et le second, c'est de dire si vous manifestez et vous créez du désordre, la main étrangère, la main de l'étranger va profiter de la situation. Et justement, c'était l'intervention cette semaine, mardi, de l'armée qui s'est posée en garante de la stabilité et de la sécurité face à ceux qui, je cite, veulent ramener l'Algérie aux années de guerre civile. Au micro, l'un des personnages les plus puissants du pouvoir actuel, le général Ahmed Gaïd Salah. Ces partis veulent ramener l'Algérie aux douloureuses années de Braise, lors desquelles le peuple algérien a vécu toute forme de souffrance et payé un lourd tribut. Le peuple algérien qui a vécu ces dures épreuves et subi leurs affres ne pourra en aucun cas mettre en péril sa sécurité et sa quiétude bénie. L'armée demeurera la garante de cet acquis si cher à travers lequel notre patrie a retrouvé son prestige. Alors, contrairement à son habitude, le général n'a pas cité Abdelaziz Bouteflika. Qu'est-ce qu'il faut comprendre de cette allocution ? Alors, je n'avais pas noté effectivement qu'il n'avait pas cité le nom du président, mais il reprend les mêmes arguments et c'est toujours cette, je dirais, terminologie assez vague. Les partis, qui sont ces partis ? Est-ce que des gens qui manifestent parce qu'ils disent qu'ils ne veulent pas d'un 5e mandat, en quoi menacent-ils la République algérienne, en quoi menace-t-il le pays? Il marche de manière pacifique. Mais son ton à lui se fait plus menaçant? Est-ce que c'est un avertissement lancé aux manifestants? Ah non, c'est très clair. Qui n'a pas été entendu en tant que tel dans la rue, puisque les Algériens, au moment où on se parle, sont dans la rue. Mais parce que les Algériens sont déterminés à ne pas avoir ce 5e mandat, et pour nombre d'entre eux, en profitent. Ça ne se limite pas au simple 5e mandat. C'est une remise en cause du régime. Les gens veulent le changement. Et puis, c'est la jeunesse. C'est l'irruption de la jeunesse dans le champ politique qui est une nouveauté, qui est importante et à laquelle, visiblement, ce pouvoir a du mal à répondre. Richard. Oui, là encore, quand vous voyez ce général en chef parler à ces jeunes officiers, les images nous montraient plutôt des jeunes. Moi, j'ai quand même l'impression qu'il n'est pas vraiment entendu. On ne voit personne opiner du chef. Alors peut-être qu'il y a des passages où il est applaudi, je ne sais pas. Mais il y a aussi la question de savoir si l'armée, et notamment les jeunes classes des militaires, sont complètement d'accord avec ce qui est en train de se passer, parce que tous ces militaires ont quand même de la famille. Tous ces militaires sont dans la société. Je ne pense pas qu'ils en soient isolés, et c'est bien la société algérienne qui est en ébullition aujourd'hui. Oui, d'ailleurs, ce qui est intéressant à noter ces derniers jours, c'est les défections qui commencent au sein du régime. C'est-à-dire que dans l'organisation patronale qui a soutenu Bouteflika, là, on commence à voir des grands patrons qui prennent leur distance. L'organisation des Moudjahidines aussi est critique sur le régime. Donc, ça serait un scénario idéal, que les principaux soutiens du régime le laissent tomber pour que le régime s'effondre de lui-même, comme ça s'est passé en Tunisie. Voilà. Mais en réalité, est-ce qu'il lâche le régime ou est-ce qu'il lâche Abdelaziz Bouteflika ?
C'est un peu la même chose, en fait, non? Est-ce que c'est la même chose? C'est une bonne question. C'est une bonne question parce que ça... Le régime peut survivre à Bouteflika. Mais c'est tout le plan B qui doit être cherché. Beaucoup de gens aujourd'hui vous expliquent à Alger que Bouteflika, c'est fini, le 5e mandat, c'est fini, mais que maintenant, dans quelques jours, dans quelques semaines, les dissensions vont apparaître sur est-ce qu'il faut un plan B tout de suite, est-ce qu'il faut faire une présidentielle ou pas, est-ce que le système peut trouver de manière soudaine un homme qui va pouvoir présenter, qui va représenter la continuité. Ça, effectivement, c'est ce qui est sur la table aussi. Moi, je pense, en fait, là où vraiment il joue avec le feu, c'est qu'effectivement, c'est facile de dire on invalide la candidature de Bouteflika parce qu'il est incapable physiquement de le faire. C'est pas compliqué. On a vu les photos et tout ça, ça tombe sous le sens. Donc il devrait le faire. C'est à mon avis la chose la plus sage à faire. Après, il n'est pas non plus souhaitable que tout le régime algérien s'effondre. Enfin, je ne pense pas qu'un pays sans structure puisse tenir. Et je pense qu'il y a quand même suffisamment de gens assez intelligents qui pourraient proposer d'autres solutions. On parle d'une transition avec un gouvernement d'union nationale, pourquoi pas? Très peu. Il y a le slogan qu'on a entendu au printemps arabe de 2011, Sha'bi Disrat Nizam, le peuple veut la chute du régime. On l'a très peu entendu cette fois-ci. Effectivement, les gens sont bien conscients. On parle beaucoup d'une période de transition, un gouvernement d'union nationale. On parle beaucoup aussi d'une longue période de transition de manière à préparer ce qui a toujours été une des revendications d'une partie de l'opposition algérienne, à savoir l'élection d'une assemblée constituante, de manière à pouvoir repartir, je dirais, de nouveau par rapport à ce qui a été fait avant. Voilà, tout ça, c'est sur la table, mais tout ça, c'est de la théorie, parce que jusqu'à présent, malgré effectivement ces défections, officiellement... Et qui a fait cette transition, c'est le général Salah, qui est aujourd'hui l'homme fort du pays aux commandes. Ah non, mais personne ne voudra de ça. Que l'armée participe à la transition, ça me paraît normal, parce que de toute façon, ça a toujours été le garant de la vie politique algérienne et l'arbitre. Mais c'est un pays de 42 millions d'habitants. On ne va pas me faire croire qu'on ne va pas trouver au moins 4 000, 5 000 personnes capables de se réunir pour débattre de l'avenir du pays de manière intelligente. Oui, puis quand je parlais du régime, enfin, l'impression qu'on a quand même, c'est que les manifestants rejettent Bouteflika et le régime. Le régime, par régime, j'entends une chose très simple, c'est-à-dire un système de gouvernement assez opaque qui distribue la rente pétrolière à ses affidés dans les milieux d'affaires et qui donne des miettes à la population pour avoir la paix sociale et qui se maintient en vie grâce à une corruption généralisée. Transparency International a montré que l'Algérie quand même arrivait en 105e place sur 180 pays à cause de sa corruption massive. Donc, par régime, je pense que les Algériens en ont assez de ce régime. Ils ont envie peut-être d'une vraie démocratie. Enfin, comment qualifier ce régime d'ailleurs? Est-ce qu'aujourd'hui, parce qu'on parle souvent d'un régime militaire avec une façade civile, aujourd'hui c'est peut-être plus une espèce d'oligarchie, une autocratie, c'est-à-dire une régence, c'est une très belle trouvaille. J'ai entendu ça, effectivement, j'ai lu ça ici et là. C'est une immixtion d'intérêts privés et collectifs qui fait qu'effectivement ce pays est corseté. C'est un pays qui est corseté. Avant même de parler de démocratie, je pense que c'est, comme le disait Hannah Arendt, c'est le droit au droit. C'est-à-dire avoir les droits fondamentaux, la liberté d'expression, la liberté d'entreprendre. Tout est compliqué quand vous n'appartenez pas au sérail en Algérie. Si vous êtes un jeune et que vous voulez faire des choses, vous pouvez essayer, mais et c'est ça aussi dont souffre la jeunesse, cette incapacité à trouver sa place dans le marché du travail, dans la vie économique. Quand on n'a pas de ktef, c'est-à-dire d'épaule de piston, on ne peut pas faire grand-chose. Et ça aussi, ça contribue à la colère des gens dans la rue. Mais enfin, quand on voit, il y a quelques années, j'étais à Alger. Et là, quand on voit qu'il y a 40 000 Chinois qui font tous les travaux d'infrastructure en Algérie, alors qu'un jeune sur 3 est au chômage. Je discutais avec des Algériens qui me disaient, mais si au moins Bouteflika avait imposé aux entreprises chinoises d'utiliser des Algériens au lieu de faire venir 40 000 Chinois. Enfin, rien qu'avec des faits comme ça, on voit que on marche sur la tête. On va écouter Kamel Daoud, journaliste, écrivain, prix Goncourt du premier roman pour Meursault contre enquête, chroniqueur au Point et au Quotidien d'Oran également. De passage en France, il pointait ce matin la responsabilité des pères fondateurs de l'ère postcoloniale et pas qu'en Algérie. Je pense que le seul exemple en Afrique
ou un des rares exemples en Afrique d'un décolonisateur, entre guillemets, qui a réussi à avoir des enfants, à ne pas verser dans l'infanticide, c'est Mandela. C'est quelqu'un qui a su concevoir une indépendance, une libération, une révolution sans meurtre, plus ou moins, sans exclusion, sans racisme, sans hypernationalisme chauvin. Et tout le reste, tous les autres ont fait cette erreur-là de se croire éternel, de se croire propriétaire du pays parce qu'ils l'ont libéré. Il y a une féodalité mystique chez ceux qui se prétendent de la caste des décolonisateurs en chef. Nous avons libéré ce pays, il est à nous, on ne vous fait pas confiance et vous n'êtes rien parce que vous n'avez pas fait cette guerre. Ils se croient propriétaires du pays parce qu'ils l'ont libéré, Richard. Mais il y avait quand même, on pourrait ajouter à Kamel Daoud, il y a quand même une grande différence, c'est qu'il n'y a pas eu de guerre de libération en Afrique du Sud. Il y a eu une lutte politique qui était la lutte anti-apartheid, mais il n'y a pas eu une guerre contre des autorités coloniales, ou alors à considérer que la guerre des bourgs, des immigrants néerlandais contre les Anglais était une guerre de libération. Donc quand même, là, je ferai attention à cette comparaison. Personnellement, Mandela est sorti, outre sa personnalité hors norme, il est sorti d'un terreau bien particulier qui était celui de l'Afrique du Sud et de l'apartheid. Je ne pense pas qu'on puisse comparer avec l'Algérie. Béatrice voulait réagir. Enfin, si, il y a quand même une comparaison qui peut être intéressante, c'est que Mandela, avec de Klerk, c'est-à-dire avec le responsable du pouvoir blanc, a suggéré cette transition et cette sortie du régime d'apartheid de façon intelligente et relativement pacifique. Et c'est vrai qu'on sent que c'est ce qui peut peut-être manquer en Algérie, des hommes capables de gérer une transition. Oui, mais parce qu'aussi au niveau international, il y avait de fortes pressions sur l'Afrique du Sud, aussi économiques. Mais parce qu'il y a eu deux hommes intelligents. Il ne faut pas mésestimer l'intelligence des hommes dans un conflit. D'accord, l'intelligence des hommes face aussi à une réalité qui n'était plus la même au niveau international. Alors espérons peut-être pour l'Algérie, vu la situation au niveau international et surtout ce qui se passe quand même dans un certain nombre de pays, parce qu'on peut regarder les différentes révolutions qui ont eu lieu en Égypte en disant il ne faut surtout pas que ce qui est arrivé en Égypte nous arrive à nous aussi. Mais quelque part, ça s'est passé pour des raisons qui sont aussi un peu les mêmes raisons qu'on connaît en Algérie. Mais je voudrais simplement parler aussi du FLN, parce que personne n'en parle beaucoup en ce moment. Qu'est-ce qui reste exactement du FLN aujourd'hui ? Alors deux choses pour répondre immédiatement à cette question sur le FLN. C'est une coquille vide, hein, c'est plus du tout le FLN. Beaucoup d'Algériens aimeraient que le FLN n'existe plus et qu'il soit propriété de tous les Algériens qui rentrent dans le musée de l'histoire. Pour terminer là-dessus, la question qu'on se pose tous, c'est jusqu'où, et on va conclure là-dessus, jusqu'où est prêt à aller le régime pour se maintenir ? Est-ce que ça peut devenir violent ? C'est aussi la question qu'on se pose aujourd'hui. C'est un régime qui est prêt à tout. C'est un régime, dont certains clans sont prêts à tout. C'est un régime dont certaines personnalités n'ont même pas conscience qu'ils mettent en danger leur propre avenir et l'avenir de leurs propres enfants. Et qui considèrent effectivement que l'Algérie est leur propriété et qui ont un mépris absolu de la population. Mais le nombre crée, je dirais, un rapport de force totalement différent par rapport à ce qu'on a connu au cours des années précédentes, quand on a autant de monde dans la rue, à l'heure actuelle, une foule pacifique, ce sera très difficile de justifier une répression, notamment vis-à-vis de la communauté internationale. Et on reparlera de l'Algérie tout à l'heure avec Dilem. Je signale d'ailleurs son live tweet. Il poste des dessins tout au long de la journée pour commenter cette actualité. Retrouvez-le sur Dilem_Ali. On va maintenant s'intéresser à une autre lettre que celle d'Abdelaziz Bouteflika, mais c'est une lettre qui a fait parler d'elle cette semaine. C'est même un peu la nouvelle méthode épistolaire du président français. Mardi, Emmanuel Macron a donc publié une tribune dans les 28 pays de l'Union, plaidant pour une renaissance de l'Europe. Le président français a lancé le coup d'envoi de la campagne pour les européennes. Il l'a fait dimanche sur la première chaîne d'information italienne. Offensive médiatique et avec elle la volonté de contrer le repli nationaliste. Je comprends l'italien, mais je ne le parle pas bien. Mais il y a une phrase ou une expression qui vous est propre que je voulais vous dire. C'est « il cuore al di là dell'ostacolo ». Je crois qu'il y a des péripéties de la vie entre nos pays qui parfois nous échappent. Il y a des malentendus parfois qui sont entretenus de manière juste ou injuste. Il ne m'appartient pas d'en juger. Mais je crois qu'entre nos pays, il y a toujours eu et il y a du cœur. C'est-à-dire de l'amitié, de l'amour. Et donc, je sais simplement une chose. Peut-être je ne vois pas tout du chemin. Mais je sais que ce cœur nous permettra d'aller au-delà des obstacles d'aujourd'hui. Pour l'Europe et pour nous.
Bon, Emmanuel Macron chante la Serenade aux Italiens. On connaît le contexte un peu de crise diplomatique. Est-ce que c'était une bonne façon, Béatrice, de lancer cette campagne pour les européennes, même si l'Élysée s'en défend? Alors là, en Italie, c'était plutôt une opération pour recoller les morceaux, parce que ça a dérapé très loin. La campagne européenne, il l'a lancée avec sa tribune, en fait, le lendemain, qui part d'un constat que je trouve intéressant, c'est-à-dire que si l'Europe se maintient dans ce statu quo, elle va se déliter, ça c'est sûr. Je pense qu'on est à un tournant dans l'histoire de l'Europe. Donc son constat est très juste. Ces solutions sont pas très nouvelles parce qu'elles sont déjà sur la table depuis des années en Europe. Et tout le problème qu'il a devant lui, c'est d'avoir des alliés pour les mettre en œuvre. Voilà. Alors ça pose la vraie question. Alors je crois que vous avez lancé plein de pistes de réflexion. On va les prendre les unes après les autres. Donc déjà, sur la nouveauté, quoi de neuf? On se souvient son discours de la Sorbonne, c'était en 2017, on est à peu près 1 an et demi plus tard. Qu'est-ce qu'il apporte de plus là avec cette tribune? Rien. Est-ce qu'il n'est pas un peu moins europhile? Est-ce qu'il n'est pas un peu moins europhile? Est-ce qu'il n'a pas fait un peu des concessions? Je ne crois pas, rien, mais ce n'est pas, comment dirais-je, péjoratif de dire cela. Je pense qu'il s'en tient, et de ce point de vue-là, c'est respectable. Il s'en tient à sa ligne de départ, qui est de dire qu'effectivement, il faut qu'il y ait une renaissance européenne. C'est le titre qu'il a donné à son texte que nous avons aussi publié dans Le Temps. Et d'autre part, que cette renaissance européenne doit finalement être guidée par un souci qui est le sien, c'est celui d'une souveraineté européenne dans certains domaines. Alors, il ne dit pas qu'il faut abandonner les souverainetés nationales, ça c'est ce que lui reproche l'extrême droite. Il dit simplement qu'il y a des secteurs où il faut affirmer cette souveraineté européenne. Il se tient à ce cap-là. La difficulté qui me paraît être la même qu'il y a 1 an ou 1 an et demi, selon qu'il parle à la Sorbonne ou à la fameuse colline d'Athènes au pied de l'Acropole, c'est toujours la même. D'abord, c'est que ce langage ne parle pas à tout le monde. Il y a des tas de gens à qui les mots renaissance européenne, souveraineté européenne, ça ne leur parle pas, ça les barbe. Et en plus, d'abord, ils ne voient pas ce que c'est et ils en ont peur. Ça, c'est la première chose. Donc, il a un problème de public, Emmanuel Macron. Et il a choisi, tant mieux pour nous, les médias traditionnels, mais il a quand même choisi vraiment les médias du vieux monde pour faire passer son message. Le deuxième problème qu'il a, c'est celui que disait Béatrice, c'est celui des alliés. Et je dirais simplement, qui a levé le doigt en disant « Emmanuel Macron, nous sommes d'accord avec vous ou avec toi au Conseil européen ». Il y a eu beaucoup de réactions cette semaine dans la presse européenne. Quel dirigeant européen a dit... Assez peu de réactions politiques, en fait. Quel dirigeant européen a dit « Emmanuel, je signe la même tribune que toi ». Eh bien, pas Alors, un est-ce seul. que les dirigeants n'auraient pas pu lui dire aussi « Emmanuel, si tu fais une tribune, je veux bien la signer avec toi ». Est-ce que c'est très... Dans une union, on parle d'union européenne, le président français tout seul qui va, ça lui a été reproché. Pourquoi il ne l'a pas fait avec d'autres qui partagent ses idées? Moi, j'ai trouvé ça très osé et j'ai trouvé ça plutôt bien. Oui. Parce que s'il avait dû la signer avec tous les dirigeants européens, ça aurait été banal. Ça aurait été un texte banal signé de X personnes. Est-ce que là, il est quand même un peu gonflé? Parce qu'il fait son texte, c'est lui... C'est le président. Il faut quand même savoir que... Enfin, moi, je trouve... Non, mais il est gonflé, Emmanuel Macron, personne n'en doute. Non, mais peut-être que je me trompe, mais je pense qu'il a une image bien meilleure à l'extérieur de la France qu'en France. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Et il a une image qui est bien meilleure parce qu'il est jeune, il est dynamique, et en plus... il parle et il répète les choses. Et je pense que sa tribune, elle a ce mérite, c'est que plus on parle aux gens, plus on a des chances de se faire entendre. Alors c'est vrai que c'est une façon assez classique, vue par l'écrit, de s'exprimer, mais il y a quand même un retentissement, parce que tout le monde en a parlé. Et de toute façon... Alors, tout le monde en a parlé, c'est la vraie question, parce que nous, ici, on en parle, la presse en a parlé. Il s'adressait aux citoyens européens. Est-ce qu'il a atteint les citoyens européens? On en a parlé en Europe. Pas trop. Si, on en a parlé en Europe. Ça dépend des pays, honnêtement. En Allemagne, ils en parlent un peu. En Grèce, pas du tout. La tribune est sortie dans un quotidien tiré à 480 exemplaires. Donc repris nulle part. Et moi, ça ne m'étonne pas qu'il n'y ait pas eu de réaction des autres chefs d'État. Angela Merkel peut difficilement répondre parce qu'elle sait que... Comment ? Elle est en fin de course. Donc non, mais c'est pas pour ça. C'est parce qu'on est à la veille d'élections. Donc Angela Merkel va être la chef d'une écurie qui est la droite européenne, et Macron veut mise sur la fracturation de la droite européenne pour arriver, pour parler vite, à créer un groupe centriste au Parlement européen. Donc Merkel et Macron sont quand même sur des trajectoires un peu, de concurrentielles. Donc Merkel ne pouvait pas répondre.
Pedro Sanchez en Espagne ne peut pas répondre parce que même s'il est tenté, le chef du gouvernement socialiste, de rejoindre éventuellement Macron, c'est pas le moment de le dire avant les élections. Donc, c'est pour ça que sa lettre tombe dans une espèce de désert d'état. Mais encore une fois, la question que je posais moi, c'était celle des citoyens. On est à 2 mois et demi à peu près des élections européennes. Finalement, il s'adresse aux Européens. Est-ce que les Européens, les citoyens européens l'ont entendu ? Avoir les réactions, alors c'est pas un indicateur, mais avoir les réactions sur par exemple les réseaux sociaux ou les plateformes d'échange, c'est pas du tout le cas. Ça n'a pas été l'événement. On en parle entre confrères, les journaux se répondent. Il y a eu quelques éditoriaux pour juger à la fois de la forme et du fond. La forme, effectivement, ça peut être effectivement une démarche osée, mais on peut pas ne pas s'empêcher d'y voir aussi un beau coup de com' de politique intérieure. Ça permet de refaire parler de soi, de se donner une dimension communautaire, enfin européenne, à un moment donné où l'image de ce président a tout de même été quelque peu affectée par le mouvement des Gilets jaunes, par la contestation que nous vivons en France depuis plusieurs semaines et qui fait tout de même la une de manière régulière dans la presse européenne. Par ailleurs, je veux dire que si on regarde l'histoire de l'Europe au cours de ces 10 dernières années, où il y a eu 2 événements majeurs, que ce soit la crise grecque et la manière dont la Grèce a été traitée, ou le Brexit britannique dont on ne sait pas où il va. Et dans cette lettre, moi, je n'ai pas vu de choses susceptibles de dire aux gens voilà, il y a de nouvelles perspectives, l'Europe va peut-être prendre un nouveau tournant. On ne parle pas du tout, ou très peu, de la question sociale. Alors, cette idée de souveraineté européenne, moi, je la vois agitée à chaque fois qu'on n'a pas de solution pour le reste au niveau national. En même temps, Emmanuel Macron a le mérite quand même il est le seul en Europe. Si c'est pas lui, c'est qui ? Il est le seul à pousser l'Europe. Donc, quand on s'intéresse à l'Europe, on est quand même content d'avoir quelqu'un qui raisonne et qui, à l'approche des élections européennes, vous dise on est à un moment crucial en Europe. Quand on voit la montée des partis d'extrême droite un peu partout, on est quand même... Je trouve que c'est quand même assez intéressant d'entendre ce qu'il dit. Voilà. Alors, est-ce qu'on n'est pas, par ailleurs, un peu blasé en France par rapport à ces questions-là ? Et moi, quand on dit, oui, il est en difficulté, parce qu'il y a le mouvement des Gilets jaunes, il a été en difficulté, mais il remonte. Et en plus, il a apporté une solution. La différence, moi, ce que je trouve, quand vous parlez d'Angela Merkel, Angela Merkel, elle ne peut rien apporter. Angela Merkel, c'est maintenant le passé. C'est fini. Elle sera remplacée, ça ne sera plus Angela Merkel. Donc elle n'est pas une... Il pouvait compter sur elle jusqu'à un certain point, jusqu'à un certain moment, mais plus maintenant. Il n'évoque pas le tandem d'ailleurs franco-allemand dans sa lettre, peut-être pour les raisons que vous évoquez. Les Français blasés avec Emmanuel Macron et avec cette question européenne, c'est ce que vous disiez, Agnès ? Je ne sais pas répondre à cette question si les Français sont blasés ou pas. Mais par contre, pour réagir sur cette opération de politique intérieure dont Akram parlait, pour moi, ce n'est pas de la politique intérieure, cette tribune, parce que même s'il y a toujours dans l'esprit du président une petite pensée de politique intérieure, mais Macron pose une vraie question. Voilà, l'Europe telle qu'elle est, ça ne marche plus. On voit avec le Brexit, etc. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on se replie chacun derrière nos frontières ? Ça, c'est la solution de Marine Le Pen, de Matteo Salvini, de ceux qui ont voté le Brexit. Ou alors, est-ce qu'on considère qu'il y a des enjeux suffisamment importants comme le climat, donc l'environnement, la protection économique de l'Europe, la protection commerciale de l'Europe, ce qu'il appelle donc la souveraineté européenne. Est-ce que sur tous ces enjeux, la réponse n'est pas plutôt une meilleure coopération entre Européens, parce que seul au niveau national, on n'arrivera pas à se protéger de la Chine, à se protéger de Donald Trump. Mais et c'est ça la réalité la réalité que nous a confirmé cette tribune, on s'en doutait tous, c'est qu'Emmanuel Macron est la tête de liste de son parti aux élections européennes. Voilà. Donc ça, c'est clair maintenant. Il n'en a pas d'autre, donc c'est lui qui va mener le combat. Il le mène avec cette tribune. Première information. Deuxième information, il se profile et il veut lancer ce message que tous ceux qui aspirent à la renaissance européenne doivent le rallier. Bon, ça c'est très bien. Mais il lui manque quand même 2 facteurs. D'abord, pardon de le dire, et c'est dommage parce qu'on était plusieurs, moi c'était mon cas à avoir préféré, il n'y a pas de circonscription transnationale européenne aux élections européennes. Il n'y a pas de circonscription européenne. Ce seront des élections nationales au niveau national. Les 79 eurodéputés français seront élus
par les Français en France. Ce n'est pas de sa faute, là. Non, c'est pas de sa faute mais la réalité, c'est ce qui s'est passé. Deuxième chose pour Emmanuel Macron, c'est que quand on prend le mot Renaissance, quand on l'utilise, qu'on le porte, on doit l'incarner. Or, le fait est, et là je serais un peu en désaccord avec Agnès, les Gilets jaunes ont quand même montré qu'ils n'incarnent pas vraiment la Renaissance pour une bonne partie de la population. Une bonne partie de la population française estime qu'il n'est pas porteur d'avenir. Et lui en veut. Et ça, c'est une grosse difficulté quand vous faites porter un message européen. Donc je suis quand même moins optimiste. Il parle très bien, il défend très bien son message. Il a du courage, mais ce n'est pas sûr que ça produise des effets. Juste pour être bien clair, quelle Europe il propose ? Est-ce qu'on peut dire qu'il propose une Europe des cercles concentrés ? Qu'est-ce que ça va exclure ? Parce qu'on dit que c'est aussi pour contrer les partis nationalistes. On est dans un contexte de pré-campagne. Est-ce qu'en proposant une Europe comme celle-là, il ne risque pas au contraire de faire le jeu des partis eurosceptiques qui sont notamment à l'est de l'Europe ? Dès lors qu'il parle de souveraineté européenne, vous l'avez dit, il a tout de suite le reproche des partis d'extrême droite qui vont lui reprocher d'abandonner les souverainetés nationales, ça c'est clair. Mais sur cette question de souveraineté européenne, Macron, on le connaît, c'est aussi le quelque chose et le en même temps. L'ADN de l'Europe fait que c'est un fonctionnement, notamment la manière dont la Commission européenne a toujours vu le monde, c'est que l'Europe a toujours joué sur la question de l'ouverture, sur la question du libre-échange, sur la question de la chasse aux aides d'État, sur le dogme absolu de la concurrence. Comment créer une identité européenne, une solidarité européenne sans remettre tout ça en cause ? C'est ce qu'il fait, hein. C'est ce qu'il essaye de faire. Oui, mais c'est ce qu'il prétend faire, mais pour le moment, il n'y a pas eu de remise en cause fondamentale de ce que quelque part les Britanniques avaient obtenu au sein de l'Europe. Mais c'est bien pour ça qu'il cherche des alliés, parce que tout seul, il ne peut pas remettre en cause ce dogme libéral sur lequel a marché l'Europe. Oui, mais là, il faut la majorité de tous. Enfin, c'est quelque chose, à mon avis, qui est absolument difficile, quasiment impossible à obtenir. Juste un exemple, le fameux Small Business Act. C'est aux États-Unis, vous avez des lois qui obligent l'État fédéral à consacrer une partie des marchés publics aux petites et moyennes entreprises. En Europe, ce genre de texte est absolument interdit. C'est une proposition de sa tribune, hein, de réserver les marchés publics aux entreprises européennes. C'était aussi une proposition, si je me souviens bien, de la droite française dans les années 90 et rien n'a changé. Pourquoi ? Parce qu'il faut avoir la majorité pour changer ce genre de choses. Oui. Moi, c'est pour ça que je dis, si on veut changer l'Europe, il faut quand même poser la question de la nature du projet. On remonte à ce moment-là au traité de Rome et ça ne me paraît pas gagné. Sur cette question que je posais, une Europe à deux vitesses, de cercles concentriques, est-ce que c'est ça, et on va terminer là-dessus, est-ce que c'est ça qu'il propose, et est-ce que c'est risqué de perdre une partie de l'Europe qui est déjà sur un autre dogme, on va dire ? Je crois que pour le moment, il n'en est pas là. Il ne propose pas cette Europe à deux vitesses. Il estime, sans doute, et il le dit, qu'il va falloir, je dirais, que l'Europe sache avoir plusieurs visages et suivre plusieurs projets, et qu'elle s'adapte. Mais je pense qu'il est quand même très soucieux de cet équilibre européen. Et si franchement, ça doit conduire à ce que l'Europe de l'Est décroche, alors c'est plus une renaissance, c'est un repli. Donc si vous voulez une renaissance de l'Europe, elle doit être à 27, et c'est la difficulté que citait Akram à l'instant, c'est-à-dire est-ce qu'aujourd'hui la France, oublions Emmanuel Macron, est-ce qu'aujourd'hui la France a une voix suffisamment forte pour que les 26 autres États croient dans sa renaissance européenne ? Je vous laisse conclure, Agnès, d'un mot. Non, moi je l'ai plutôt entendu comme un appel à tous ceux qui vont voter au moment des élections européennes, et y compris les jeunes. Et surtout, moi j'ai senti plus un appel comme ça aux gens qui se sentent européens, de maintenir cette Europe et de s'engager dans cette Europe. Moi, alors je me dirais que je suis peut-être un petit peu optimiste et autres, mais vraiment, je veux dire, on peut pas vivre dans le repli. Il faut s'ouvrir, et il faut aussi maintenir cette Europe parce que c'est la seule garante des libertés. Et nous verrons si cet appel a été entendu. Les élections européennes auront lieu fin mai en Europe. Si vous nous rejoignez maintenant, soyez les bienvenus dans Kiosque. On continue à passer en revue l'actualité de la semaine avec Agnès Rotivel de La Croix, Béatrice Adjach de RTL, Akram Belkaïd du Monde diplomatique et Richard Verly du Temps. Et on retrouve depuis Bruxelles Sophie Léonard, journaliste à la radio belge RTBF. Bonjour et merci d'être avec nous, Sophie. On vous voit, vous voici. Avec vous, on va parler de la grève des femmes en Belgique. C'est aujourd'hui le 8 mars, journée internationale des droits des femmes.
Elles sont une trentaine rassemblées devant l'Université libre de Bruxelles. Elles, ce sont des étudiantes et des chercheuses en grève. Parmi elles, Mathilde veut dénoncer le sexisme subi par les étudiantes. Ça peut être des remarques dites anodines, genre des petites blagues, des remarques déplacées, etc. Et puis il y a des cas d'attouchement, de harcèlement, vraiment, qui sont exacerbés par la position d'autorité que peuvent avoir nos professeurs, nos maîtres de stage, etc. Des différences entre hommes et femmes, ressenties et dénoncées aussi par les chercheuses. Plus on monte dans les grades académiques de l'université, moins il y a de femmes. Donc il y a plus d'étudiantes que d'étudiants. La proportion s'inverse à partir du moment où on est chercheuse. Et dans le corps académique, c'est-à-dire les professeurs, là on arrive vraiment, je pense, à 18% de femmes et tout le reste d'hommes. Même si des cours ne sont pas suspendus, cela n'empêche pas certains professeurs de soutenir cette grève. Quand on est femme, on se rend bien compte qu'on n'est pas égal malheureusement et qu'il serait temps qu'il y ait égalité totale entre les hommes et les femmes. Même s'il y a des progrès quand même qui sont faits, ce n'est pas encore suffisant, ça c'est clair. Et puis cette grève traverse tous les âges. Dany a 75 ans et se prépare à aller manifester son combat, l'inégalité des pensions entre les hommes et les femmes. On se bat d'abord pas pour nous, c'est déjà une chose parce que c'est trop tard. On n'a pas grand-chose, mais c'est comme ça. 28% de différence dans les retraites en général. Les femmes ont beaucoup moins. Pourquoi ? Parce que souvent, d'abord, elles ont pas toujours, soit elles ont été aidantes de leur mari, on considère qu'elles n'ont pas travaillé, elles ont élevé des enfants, mais on considère que c'est pas travaillé. Alors qu'on sait que, en plus, celles qui travaillent, elles ont deux boulots, elles font tout. Donc tout ça, oui, c'est insupportable qu'il y ait encore des telles différences. Reste à voir si ces femmes pourront, comme elles le souhaitent, faire changer les mentalités. Voilà, et on part tout de suite à Bruxelles avec Sophie. Merci d'être avec nous encore. Comment se déroule cette première grève des femmes aujourd'hui en Belgique ? Est-ce qu'elle est bien suivie ? Eh bien, pour le moment, je ne peux pas encore vous dire concrètement les chiffres, vous donner un chiffre, mais on sait que les femmes étaient déjà nombreuses ce matin à Bruxelles. Elles avaient rendez-vous au carrefour de l'Europe, un point de rendez-vous devant la gare centrale. Ce qui est très attendu, c'est maintenant dans l'heure qui va arriver. Il y a un point de rendez-vous à 17h, puis à 17h30, une marche qui démarrera pour 1 heure, où les femmes marcheront pour leurs droits. Alors, on ne sait pas si la mobilisation sera aussi importante que, par exemple, l'an dernier en Espagne, mais ce qui est sûr, c'est que le mouvement est déjà exceptionnel, car pour une première grève des femmes, elle a été très médiatisée. Alors, quelle forme prend cette grève ? Qui y participe ? Est-ce que les hommes soutiennent aussi ? Alors le slogan, vous l'aviez dit tout à l'heure, c'est quand les femmes s'arrêtent, le monde s'arrête. Alors le collectif demandait très simplement aux femmes de s'arrêter toute la journée ou bien quelques heures, alors qu'elles soient à la maison, au travail, aux études. Voilà, le but était de montrer que si elles s'arrêtaient quelques heures, le monde ne tournait pas rond. Alors il y avait une autre possibilité d'action, c'était de faire du bruit à 14h, klaxons, casseroles, sifflets. Les femmes pouvaient faire du bruit pour leurs droits. Et puis il y avait une autre façon aussi de s'exprimer, c'était de mettre aux fenêtres des gants de toilette, un tablier, voilà, de quoi en tout cas montrer son soutien en tout cas à la grève des femmes. Alors en ce qui concerne les hommes, je ne peux pas encore vous répondre non plus, mais en tout cas le collectif avait posté sur leur site une liste d'amendements, de 9 amendements. Je vais vous en lire quelques-uns. Il y avait de tes privilèges conscients, tu seras informé, tu seras, ou du travail domestique, tu occuperas. Outre des revendications classiques concernant les droits des femmes, égalité professionnelle, lutte contre les violences, la répartition des tâches, liberté sexuelle, le collectif à l'origine de la grève défend aussi un autre modèle de société. On peut mentionner la libre circulation des personnes, la solidarité avec les migrants, la lutte décoloniale, l'écologie. Au risque de brouiller le message en cette journée des femmes ? Bien, je ne pense pas que le message ait été brouillé. En fait, donc vous l'avez dit, il y a ce socle de revendications très classique. Mais ce qu'elles voulaient, c'était une grève transversale. Et ce qu'elles veulent aussi par cette action symbolique, c'est que toutes les femmes se retrouvent et qu'il y ait une repolitisation du droit des femmes. Et selon elles, c'était important de mettre à l'agenda, par exemple, les questions de migration, parce que les femmes sans papier, par exemple, ne pourront pas faire la grève. La question est ici de tirer toutes les solidarités entre les femmes et que l'émancipation de certaines ne se passe pas sur le dos des autres, racisés ou plus précaires. Dernière chose, Sophie, comment se porte le droit des femmes en Belgique ?
Alors, on le sait, la Belgique, c'est quand même considéré comme un pays progressiste. Et malgré un arsenal législatif considéré comme l'un des plus égalitaires d'Europe, eh bien, les femmes doivent encore se battre pour exister, pour subsister. En matière de salaire, eh bien, il n'y a toujours pas d'égalité entre les hommes et les femmes. Les femmes perçoivent 21% de moins du salaire que les hommes. Quand elles touchent une pension, ça monte à 28%. Et puis, il y a aussi 98% des femmes belges qui disent avoir été victimes de harcèlement sexuel. Et puis alors, ces chiffres qui font un peu froid dans le dos, elles concernent les féminicides. 38 femmes sont mortes l'année dernière et 6 déjà depuis le début de l'année. Merci beaucoup Sophie d'avoir été avec nous depuis Bruxelles pour nous donner un peu l'écho de cette grève des femmes. Bonne fin de journée à vous et à bientôt, j'espère. Sophie le disait, quand les femmes s'arrêtent, le monde s'arrête. C'était un slogan utilisé en 75 quand les Islandaises ont fait une grève de 24 heures. Est-ce que c'est une bonne méthode pour faire entendre sa cause? Je ne suis pas très sensible à ce genre d'argument, mais par contre, ce que je trouve intéressant, c'est que j'ai regardé tout à l'heure les chiffres. Cette journée de la femme, elle existe depuis 42 ans. Et je trouve que ce serait bien qu'on liste un peu les progrès depuis cette journée de la femme, parce que c'est une chose d'instaurer des journées de la femme et autres. Mais ce qui serait bien, c'est de voir vraiment les progrès. Et je pense qu'il y a eu quand même des progrès. Alors, il y a beaucoup de choses encore à faire, mais il y a quand même énormément de progrès. Après, ça dépend tout si vous habitez dans un pays occidental ou si vous habitez dans un pays du Moyen-Orient, par exemple, ou d'autres pays d'Asie, et les choses... la situation des femmes est très différente. Béatrice, l'autre femme en plateau, est-ce que vous êtes sensible à ce genre de... Oui, il y a eu des progrès, mais pas assez et pas assez vite. Enfin, là, maintenant, ça devient choquant de voir que dans les pays européens, les femmes ne sont toujours pas à égalité salariale avec les hommes. Franchement, on est soi-disant dans les démocraties les plus avancées de la planète. D'ailleurs, on a toujours cet écart majeur. Trois d'entre nous, à l'heure où nous parlons, ne sont plus payés comparativement aux deux autres. Oui, moi, ça me choque. Tous les jours, quand j'arrive dans ma rédaction, ça me choque de voir qu'un homme gagne plus que moi, alors qu'on a les mêmes amplitudes horaires, la même compétence. Et il y a aussi autre chose, alors là, que je trouve très choquant, c'est quand je vois un parti d'extrême droite en Andalousie, Vox, qui veut remettre en cause les lois qui protègent les femmes en cas de violence. Alors là, je me dis, non seulement on n'est pas à égalité, mais il y a des retours, des risques de régression qui sont maintenant réels. C'est ce que disait Simone de Beauvoir. Et je parle les pas droits, des ces pays... droits peuvent reculer. Les droits reculent peut-être en ce moment. En termes de grève, du doigt, en termes de grève, la Vox. vraie victoire, ce serait que les hommes fassent grève avec les femmes pour les droits des femmes. Voilà. Donc moi je suis candidat. S'il y a une grève des femmes, je me joins volontiers à la grève des femmes. Alors il y a une grève des femmes en ce moment, mais nous on va continuer. Ce serait ça la vraie victoire. Mais il me semble en plus que dans l'histoire c'est arrivé. Mais en Suisse d'ailleurs. Je crois, il faudrait vérifier. Je me demande si c'est pas dans la Grèce antique où les femmes firent grève du sexe parce que les hommes allaient mener une guerre dont elles ne voulaient pas. Et ça a marché. Je me souviens plus exactement ni la période ni le moment. Mais l'instrument de la grève, après tout. Pourquoi pas? La réalité que dénonce Béatrice, effectivement, elle n'est pas normale. Le choc en retour, évidemment. Parce que la société est ainsi faite qu'à un moment, certains groupes à qui on retire des droits ou ce qu'ils estimaient être des droits vont tenter de prendre leur revanche. C'est une pièce d'Aristophane, je crois. Me dit-on en régie, je l'admets, je ne le savais plus. Akram, est-ce que ces méthodes, cette avancée des droits des femmes, alors on souhaiterait que ça soit partout, mais est-ce que cette méthode, les grèves et puis ces avancées concrètes des droits, est-ce que c'est quelque chose de pays riches, de pays nantis? Par exemple, est-ce qu'au Maghreb, une grève des femmes peut avoir une résonance, ou est-ce qu'il y a encore d'autres étapes à franchir avant? On parlait de l'Algérie tout à l'heure, le code de la famille est défavorable aux femmes. Bien entendu, il place les Algériens dans un statut, je dirais, de mineurs assistés ou de mineurs à vie. Et donc il y a des combats, et il y a toujours eu des combats. Je veux dire qu'en même temps, il y a un double discours. Les Algériennes ont eu le droit de vote dès l'indépendance, avant même certaines européennes. Je crois qu'en Suisse, ça a été en 75. 70. Ou en 70. Donc voilà, il y a toujours eu des combats pour l'émancipation, et moi je suis assez pour les combats pour l'émancipation, et y compris la convergence de ces combats. Tout à l'heure, on parlait d'autres combats. C'est important que les gens qui se battent sur une cause donnée puissent avoir l'oreille pour le reste. Le problème, c'est que le 8 mars, effectivement, ça a été instauré il n'y a pas comme journée des droits de la femme depuis pas très longtemps. Depuis 82. Et je crois que c'est l'URSS d'ailleurs qui a été la première à faire ça. Le problème, c'est que ça donne bonne conscience. On en parle une journée. Nous, les journalistes, on fait nos papiers, on en parle une journée, et puis demain, on va passer à autre chose. Ça va être la lutte contre la pauvreté,
Alors qu'en réalité, on a effectivement des combats à tous les niveaux, quelle que soit la zone géographique. L'ampleur des problèmes peut être différente, mais la zone géographique, quelle que soit la zone géographique, on a ce souci-là. Et moi, je ne vois pas beaucoup de... Alors, on appartient, vous et moi, à la caste des dominants ou des privilégiés, et il faut le dire, effectivement. On ne peut pas ne pas le dire, parce que parfois, c'est même sans même s'en rendre compte. Les jeunes garçons, on observe les jeunes garçons, et on sait qu'ils vivent dans un environnement qui va faire que demain, ils vont avoir plus de pouvoir, ne serait-ce que sur la question des tâches ménagères. On l'a entendu tout à l'heure, les gants, etc. et tout. Ça, on entend très rarement parler de ce genre de choses. Par exemple, la question très simple du partage des tâches ménagères, quel que soit l'endroit où on habite. Et si on rentrait dans cette question-là, on verrait que finalement, là aussi, les progrès à faire sont Il y a une question de mentalité quand même à changer. Ça passe par un changement des mentalités, par l'éducation. Voilà, moi je pense que si vous voulez, le mot-clé en fait pour le combat des femmes, c'est aussi l'éducation. Quand vous parlez des tâches ménagères, il faudrait que les mères éduquent leurs fils. Oui, c'est la famille, oui, effectivement. On connaît beaucoup de pays arabes où il n'est pas question qu'un garçon aide sa mère ou aide évidemment après sa femme. Pas que dans les pays arabes, d'ailleurs. Pas que dans les pays arabes. Alors effectivement, je peux dire que nous étions trois frères qui faisions la vaisselle. Alors effectivement, on n'en parlait pas trop dans le quartier parce que ça pouvait faire la honte. Mais quand la volonté du père et de la mère se rejoignent là-dessus, les gens le font. Alors, on fait quoi? Donc, on éduque les petits garçons. Qu'est-ce qu'on fait pour que les femmes soient traitées comme des hommes? Et on en parle. Il faut que les femmes luttent aussi pour ça. Et l'éducation, c'est un moyen. Il y a des pays comme, par exemple, l'Iran. Si les femmes n'avaient pas été à l'université, elles n'avaient pas étudié, elles n'auraient pas acquis les droits qu'elles ont. Parce que, mine de rien, c'est un pays du Moyen-Orient où les femmes... L'éducation ne suffit pas. Moi, j'étais en Arabie Saoudite l'année dernière. J'ai rencontré des jeunes Saoudiennes remarquables. J'étais bluffée par la personnalité de ces filles ambitieuses qui voulaient prendre leur vie en main. Mais il y a la loi qui leur interdit justement de la prendre totalement, puisque c'est l'homme qui reste le tuteur. Si elles veulent voyager, si elles veulent se marier, etc. Et puis, pour revenir juste dans des pays comme les pays européens, les mentalités n'ont pas beaucoup évolué. Parce que moi, dans ma rédaction, j'entends mes jeunes consoeurs journalistes me raconter les réflexions auxquelles elles sont confrontées. Je suis assez choquée. D'ordre misogyne? Complètement misogyne? Oui, ça n'a pas beaucoup changé. Oui, mais par exemple, ce qui s'est passé là, avec la crise dans la presse, avec l'affaire LOL, ça c'est totalement inadmissible, mais des mesures ont quand même été prises. Donc ça a été mis en évidence, donc il ne faut quand même pas non plus... Akram, rapidement, et je vous laisserai conclure, Richard. Oui, c'est pour ça que moi j'ai souvent l'impression, vraiment, franchement, j'adhère totalement au combat féministe où que l'on soit, mais j'ai souvent effectivement l'impression qu'au Nord, on a souvent tendance à se donner bonne conscience à la fois par ce genre de journées et par la mise en avant de ce qui se passe au Sud dans des pays comme l'Arabie Saoudite. Richard. Eh bien, moi, je ne sais plus comment faire. Parce que dans nos rédactions, effectivement, il y a des problèmes. Les affaires dont on a parlé à l'instant le prouvent. Mais comment on fait? Parce qu'en réalité, on a quand même l'âge qu'on a. On a pris les mauvaises habitudes, si tant est qu'on en a pris. Pas tous, mais il y en a eu qui ont été prises. Et les corriger, c'est difficile. Donc, je dirais, on a sans doute besoin de l'aide de nos consoeurs. D'abord pour nous faire remarquer s'il nous arrive de faire des remarques déplacées, je crois qu'il faut qu'elles le disent, et on a aussi besoin de leur aide pour que les jeunes générations, je dirais, aient un meilleur comportement. Mais néanmoins, je mets quand même en garde au politiquement correct, parce que faisons attention à une autre forme de domination qui est celle du politiquement correct, où on n'a plus le droit de rien dire dans un lieu qui doit être le lieu de la libre expression, c'est une rédaction. Quoi qu'il en soit, comptez sur nous, on peut vous aider, nous les femmes. On va conclure avec Dilemme rapidement. Il revient évidemment sur le dernier combat du président algérien Abdelaziz Bouteflika qui nous dit « Promis, un 5e mandat et après, je meurs ». Après la lettre d'Abdelaziz Bouteflika aux Algériens pour confirmer sa candidature à un 5e mandat, voici les 6 lettres des Algériens leur président, D-E-G-A-G-E, dégage. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un revient à ses premières amours, un peu de tendresse dans ce monde de brut, dit-il enlacer une ogive nucléaire. Selon des experts américains, Pyongyang aurait terminé la reconstruction du site de lancement de fusée qu'elle avait commencé à démanteler. Au Venezuela, Nicolas Maduro joue son va-tout, ça passe ou ça caracasse, fulmine le président contesté. Et enfin, consultation sur le changement d'heure en Europe. Les Français veulent conserver l'heure d'été et on fait comment en hiver, se demande ce vacancier. Un an je passe. Merci à vous quatre d'avoir été en plateau. Merci à vous qui nous regardez. Je vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux et vendredi prochain ici en plateau.